Tu avais acheté en 2008 à 28 000 points. Aujourd'hui, tu n'as toujours pas retrouvé où on va dire que tu es flat. Alors que sur tous les autres indices boursiers, tu es toujours au plus haut par rapport à ces moments-là. Alors, le potentiel est incroyable. Déjà, en termes de poids du PIB dans l'économie mondiale, en 2000, ça pesait 3%, 3 et quelques. Aujourd'hui, tu es quasiment à 20%. Et c'est un pays qui est innovant. Là, en ce moment, tu as des véhicules électriques avec BYD qui font une concurrence énorme. Heureusement qu'il y a les droits de douane d'ailleurs européens vis-à-vis du véhicule. Sinon, tous les constructeurs automobiles européens, ils seraient au tapis déjà qui vont pas très bien. C'est quoi les risques associés à ça? Déjà, tu as le risque géopolitique et tu as le risque d'un État qui est interventionniste. Le PDG de Alibaba, donc Jack Ma, qui a disparu pendant quelques mois. Donc faut-il investir en Chine en 2026? C'est la question que je t'ai posée en début d'entretien et à laquelle il faut répondre maintenant. Et aujourd'hui, sur l'art de la gestion patrimoniale et financière, on va parler d'investir en Chine en 2026. Est-ce une opportunité ou plutôt faut éviter d'investir en Chine? On va savoir ça tout de suite avec Axel Godet, notre expert financier du cabinet Bonnet et Doyen Conseil. Et avant de commencer de savoir s'il faut investir ou pas en Chine en 2026, faisons un récap sur ce qui s'est passé ces dernières années. Très bien. Alors déjà, il y a différents indices en Chine. Il y a souvent, on parle du Shanghai Index et du Hang Seng. Alors le Shanghai Index, c'est vraiment la bourse chinoise. C'est plutôt un marché local avec des entreprises notamment publiques dedans. On en parle moins souvent, c'est moins une référence. Pourquoi? Parce que c'est plus difficile pour les investisseurs étrangers. Il y a une notion d'investisseurs locaux, etc. Donc c'est pour ça que les investisseurs internationaux, ils investissent moins sur ces valeurs-là, sur cet indice-là. Donc on va parler du Hang Seng, donc qui est au niveau de la bourse de Hong Kong et qui regroupe 50 grosses capitalisations. Ok. Si on regarde depuis 1990, on a une période assez faste entre 90 et 2008 avec les subprimes. Le Hang Seng il était à 3400 en 90, il était à 28 000 points en 2007. Donc ça fait environ x8. En 17 ans, c'est pas mal. Ça fait du 13% annualisé. Donc c'est mieux que le S&P 500 sur les 5 dernières années. Alors après, en plus, ce qui est remarquable, c'est que sur cette période-là, c'était difficile de faire de la perf parce que tu as eu 2000, tu as eu la bulle Internet. Donc si tu compares par rapport à S&P, je n'ai pas les chiffres, mais je pense qu'ils font mieux. Donc tu as fait 13% annualisé sur 90 et 2007. Qu'est-ce qui explique cette performance? Tu as les deux très gros acteurs qui ont porté l'indice. Tu as Alibaba, donc Alibaba c'est un peu que le Amazon en fait. Nous on commande sur Amazon, mais Alibaba c'est l'équivalent en Asie. Tu as Tencent et tu as Baidu. Baidu, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu l'équivalent de Google en fait, là-bas en Asie. Donc le marché il est énorme. Nous on ne le connaît pas encore une fois parce qu'on passe par Google, mais Baidu c'est l'équivalent. Donc, tu as ces trois grosses valeurs, un peu des valeurs de la tech au final, qui ont permis une forte croissance de l'indice jusqu'en 2008, où tu as atteint les 34 000 points. 28 000 points, pardon. Les 28 000 points, ok. Ouais. Et de ce côté-là, quand on arrive à 28 000 points, on dit aussi que là, tu vas peut-être nous expliquer la période de 2008 à 2018, mais aussi la période de 2018 à maintenant, ça a un peu sous-performé. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où ça vient? Alors en fait, il y a eu les 28 000 points, donc après ça s'est pris une claque, hein, comme tout le monde. En 2008, tout le monde a pris une claque avec les subprimes. Ça a remonté progressivement jusqu'en 2018 à 34 000 points à peu près. Donc là, c'est pas non plus énorme, hein, ça fait 20% en 10 ans, donc c'est pas énorme non plus, hein, c'est du 2% par an. Et donc, tu es monté à 34 000 points. Sur le Hang Seng, c'est le plus haut historique. À partir de 2018, tu as commencé à avoir différents ralentissements. Donc, il y a différents problèmes. Tu as la croissance qui était de 10%, de 8 à 10% entre 2000 et 2020, enfin 2018. Elle a commencé à ralentir. Bon, en même temps, forcément, tu ne peux pas avoir une croissance qui est non plus qui est infinie, hein, bien évidemment. Tu as des sujets aussi sur la démographie avec la politique qu'ils ont eue sur l'enfant unique. Effectivement, il y avait des sujets de démographie. On en parlera après, mais tu as eu des sujets sur l'immobilier. Et donc, tu as eu la guerre commerciale avec les États-Unis en 2018. Bref, pas mal de facteurs qui n'ont pas trop aidé. Et on arrivait à une valorisation à 15 000 points jusqu'à mi-2022, début 2023. Donc, tu vois, tu passais de 34 à 15 000 points, ça a fait moins de 50%, plus de 50% de perte. Donc, c'est assez énorme. Et on a un regain d'activité en 2024 avec de nouvelles réformes. Et en 2025, aujourd'hui, on est à 26 27 000 points. Donc, tu as quand même une belle remontée. Mais si tu compares, et ça, c'est assez important, tu avais acheté en 2008 à 28 000 points, donc il y a 17 ans, 18 ans. Aujourd'hui, tu n'as toujours pas retrouvé où on va dire que tu es flat. Alors que sur tous les autres indices boursiers, que ce soit le CAC 40, grosse return, donc dividende réinvesti, le Nasdaq, le S&P 500, etc., tu es toujours au plus haut par rapport à ces moments-là. Donc c'est un marché qui a très bien fonctionné, mais là, le timing est hyper important parce que sur 15 ans, tu perds de l'argent. Ok, et donc pourquoi la Chine fascine autant les investisseurs? Alors la Chine, c'est vraiment... Alors, le potentiel est incroyable. Déjà, en termes de poids du PIB dans l'économie mondiale, en 2000, ça pesait 3%, 3 et quelques. Aujourd'hui, tu es quasiment à 20%. Donc, tu vois, là, c'est 1/5 du PIB mondial. Donc, c'est la deuxième plus grande puissance économique mondiale derrière les États-Unis. Bon, alors, en 2025, il y en a qui vont dire que c'est l'Union européenne, parce qu'effectivement, vu que la Chine a ralenti, l'Union européenne est passée devant.
Sauf que l'Union européenne, c'est plein de pays, hein, c'est pas un pays. Donc pour moi, c'est la Chine qui est la deuxième plus grosse puissance mondiale. Tu as un marché qui était vraiment très séparé en interne, c'est que tu avais des très très riches et des très très pauvres. Et là, récemment, enfin depuis 2 ou 3 ans, il y a une politique pour renflouer, entre guillemets, pour enchérir, embourgeoiser la classe moyenne pour qu'elle consomme. Parce que le problème de la Chine, en fait, c'est que c'est que de l'exportation. Donc il n'y a pas de consommation interne, donc, parce que tu as des très riches mais qui vont consommer à Paris notamment ou autre, et c'est que de l'exportation qu'ils font. Donc tu n'as pas de consommation interne. Donc imagine, plus personne ne veut acheter chez toi, bah, tu es mort, parce que du coup dans ton pays, il n'y a personne qui y achète. Ok. Donc tu as un gros problème là-dessus. Ça fascine parce que les valorisations sont basses, mais après je vais expliquer pourquoi. Et c'est un pays qui est innovant. Là, en ce moment, tu as des véhicules électriques avec BYD qui font une concurrence énorme. Heureusement qu'il y a les droits de douane d'ailleurs européens vis-à-vis du véhicule. Sinon, tous les constructeurs automobiles européens, ils seraient au tapis déjà, qui vont pas très bien. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que tu as une population qui devient de plus en plus riche, une classe moyenne qui se distingue et qui consomme en interne et qui permet d'être moins dépendant justement par rapport aux pays qui achètent chez elle. Ok, je comprends bien Axel. Et donc, du coup, tu as parlé effectivement les valorisations, Ouais. les raisons pourquoi elles étaient basses. C'est quoi les risques associés à ça? Alors en fait, en Chine, tu as eu, comme d'autres pays, mais en Chine particulièrement, tu as beaucoup de tensions géopolitiques, notamment avec les États-Unis. Je t'ai mentionné la guerre commerciale qu'il y a eu en 2018. On a eu encore un épisode en 2025 avec des droits de douane qui partaient complètement en vrille. Il y a plus de 100-200%, c'était Ouais, c'est n'importe vrai quoi, que c'était c'était un fou, peu ça. du cirque. Tu as le sujet avec Taïwan, où Taïwan, effectivement, essaie de revendiquer, la Chine essaie de revendiquer un peu le territoire de Taïwan. Mais il y a un gros enjeu sur Taïwan, parce que tu as les États-Unis qui sont de l'autre côté. Donc c'est un peu une guerre froide cachée. Et Taïwan, il y a un énorme enjeu, c'est que Taïwan, depuis le Covid, c'est la référence pour les semi-conducteurs. Qui dit semi-conducteur dit intelligence artificielle, donc c'est vraiment le nerf de la guerre. Donc tu as quand même pas mal de tensions par rapport à ça, où ça peut partir un peu en vrille. Tu as un sujet aussi d'état interventionniste. Déjà, il y a l'histoire du marché où n'importe qui ne peut pas investir sur les valeurs en Chine. Et tu as une petite histoire qui était il y a 3 ou 4 ans, je sais plus, le PDG de Alibaba, donc Jack Ma, qui a disparu pendant quelques mois. Juste après qu'il ait fait une annonce, il critiquait le régulateur financier chinois. Et après, comme par hasard, il a disparu pendant 3, 4, 5 mois. Donc voilà, il est disparu. Donc c'est quand même inquiétant quand le PDG d'une Ouais, des tout à fait, plus ça grosses commence à boîtes du faire pays. C'est comme si Herbert Arnault il disparaissait pendant 6 mois après avoir critiqué le gouvernement. Bon, d'ailleurs, il l'a critiqué il n'y a pas longtemps. On va voir s'il est encore là. Et il est revenu au bout de 5 ou 6 mois. Et puis je crois qu'il a fait une grosse donation au Parti communiste chinois. Donc on s'est douté, il y a eu des rumeurs comme quoi ils l'ont enfermé, ils l'ont envoyé au goulag, je ne sais pas. Mais c'est quand même inquiétant. Donc c'est pour ça que les investisseurs étrangers, et c'est pour ça que les valorisations sont basses par rapport au pays, c'est parce que tu as un risque, déjà tu as le risque géopolitique, et aussi tu as le risque d'un État qui est interventionniste. Donc ça Et il est pousse pour imprévisible en investir. plus. Il est imprévisible parce que tu peux investir sur une boîte, du jour au lendemain, ça se trouve, ils vont nationaliser la boîte et tes actions ne valent plus rien. Donc elles le font pas. Elles le font moins, mais ça reste quand même un risque. Donc, ça explique une valorisation plus faible. Avec un État qui peut intervenir comme ça fragilise l'économie. Bah, surtout, ça pousse pas à investir parce que, t'imagines, t'investis dans une boîte et le lendemain, elle est nationalisée, toi, ça vaut plus rien. Bon, voilà. Et il y a des sujets qui sont plus récents, on les évoquait tout à l'heure, il y a eu une crise immobilière avec notamment la faillite de Evergrande, donc le promoteur. Après, attention, c'est ça qu'on a fait tout un flanc là-dessus, mais la partie immobilière en Chine, c'est un petit pan de l'économie. Mais ce qui s'est passé concrètement, c'est qu'ils ont construit des immeubles de partout, avec des afflux d'argent, beaucoup d'argent qui affluait de partout avec les taux bas. Sauf qu'en fait, la natalité, elle est très faible, hein, donc la démographie, elle réduit. Donc, tu n'as personne pour acheter ces bâtiments pour les loger. Donc, au final, ils sont obligés de les détruire. Donc, il y a eu un gros sujet là-dessus. Et puis, c'est pas 10 bâtiments, hein, c'est vraiment énorme. Ouais, c'était vraiment impressionnant, donc, ce qu'ils ont construit. Et bon, bah là, au final, c'est un sujet, donc ça ralentit. Mais là, ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux, donc on y croit. Ok, donc faut-il investir en Chine en 2026? C'est la question que je t'ai posée en début d'entretien et à laquelle il faut répondre maintenant. Alors, faut-il investir en 2026 en Chine? Alors, c'est pas indispensable. Vous pouvez très bien faire de la performance, je pense, sans investir en Chine. Moi, j'aime bien, à titre perso, parce que l'idée, c'est de se mouiller aujourd'hui, hein, donc je me mouille. Je le fais à titre personnel. Il y a un moyen d'y arriver, c'est que typiquement, ce qu'on aime bien faire sur nos clients pour nous, c'est de mettre une partie sur des ETF ou des fonds émergents. Il faut savoir que la Chine, ça représente 30% du MSCI Emerging Market. C'est-à-dire que finalement, si tu mets 15% de support là sur ta partie action, tu es exposé à hauteur de 5% sur ton allocation globale sur la Chine. Donc pour moi, ça reste une proportion intéressante. La Chine, tu as de très belles valeurs, tu as BYD notamment. D'ailleurs, Warren Buffett est sorti récemment de la cote. Tu as des très belles valeurs, donc je pense que le potentiel est intéressant. Après, voilà, on va être sujet à la géopolitique, on va être sujet à différents points, les guerres commerciales hautes, si ça commence à s'envenimer à nouveau. Donc pour moi, oui, il faut surtout pas mettre toute son allocation dessus. Ça reste une très bonne source de diversification. C'est pas du tout indispensable. Si tu investis sur l'ETF MSCI Emerging Market, tu as 20% d'Inde et 20% de Taïwan. L'Inde, il y a une grosse performance sur les dernières années, ça se ralentit un peu la croissance aussi. Il y a des sujets de droits de douane, donc ça ralentit un peu, mais j'y crois
23 aussi. Et le reste, c'est 20%, c'est Taïwan. Alors Taïwan, il faut savoir que c'est du Nasdaq, parce que Taïwan, la plus grosse boîte, c'est Taiwan Semiconductor, et ça réagit comme le Nasdaq. Donc, tu es quand même indexé sur le Nasdaq. Donc, pour répondre à ta question, oui, c'est pas indispensable. Moi, j'y crois, mais tu as quand même beaucoup de zones d'incertitude. Donc, ça peut mener à quoi? À une forte performance, parce que si ces incertitudes, elles se... Crise dit opportunité, de toute façon. Donc, Voilà, incertitude dit opportunité. C'est pas quelque chose de classique, mais tu peux avoir un gain hyper intéressant. Et on voit le regain du marché qui était passé de 15 000 à 25 000 points en l'espace de quelques temps. Donc, tu as fait une grosse performance. Après, ça peut aller dans l'autre sens. Donc, c'est encore plus pour les investisseurs qui aiment bien prendre du risque plutôt que de rester sur des choses classiques comme des indices américains et européens. Ok, on l'a compris Axel, investir en Chine en 2026 n'est pas obligatoire, mais peut être une opportunité à saisir, il faut bien en discuter, puis je pense que ça dépend forcément de son profil investisseur, et ça c'est important de le rappeler. Merci à vous d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. Si ce type d'épisode sur certaines régions du monde vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire, on pourrait refaire la même chose sur d'autres régions, je pense à l'Inde notamment, tu l'as cité. Donc n'hésitez pas à nous en parler en commentaire, à liker, à partager le contenu, à nous mettre la note de 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts si c'est sur cette plateforme que vous nous écoutez. Merci à vous et à très bientôt pour le prochain épisode.